Bonjour à toutes, bonjour à tous. Je vous propose une correction des questions de physiologie que j'ai posées lors du contrôle de février 2021. Il y avait, je vous rappelle, deux questions. Une première qui portait sur la CRF et une autre sur la saturation veineuse mêlée en oxygène. Dans la CRF, la première chose qui vous était demandée, c'était la définition de la capacité résiduelle fonctionnelle. La capacité résiduelle fonctionnelle, c'est le volume de gaz qui est contenu dans les poumons à la fin d'une expiration non forcée. Vous le savez qu'elle correspond à la somme du volume de réserve expiratoire et du volume résiduel, puisque je vous rappelle qu'une capacité, c'est la somme de plusieurs volumes. Donc pour la capacité résiduelle fonctionnelle, on a bien la somme du volume résiduel et volume de réserve expiratoire. Deuxième élément de cette question, je vous demandais les facteurs qui déterminent la quantité de gaz contenue dans les poumons au niveau de la CRF. Pour rappel, la CRF, c'est un volume pulmonaire observé quand il va y avoir équilibre entre des forces opposées. Des forces opposées, des forces de rétraction pulmonaire qui tentent à faire rétracter le poumon sur lui-même, exemple dans un pneumothorax, ou des forces d'expansion pulmonaire qui font donc maintenir le poumon le plus ouvert possible. L'origine de ces forces de rétraction pulmonaire provient, vous le savez, des fibres élastiques qui sont contenues principalement dans le parenchyme pulmonaire, mais aussi ces forces de rétraction sont liées au phénomène de tension superficielle qui est observé au niveau pulmonaire, qui a tendance à faire en sorte que les alvéoles se collabent d'elles-mêmes et que ce phénomène qui est extrêmement puissant est physiologiquement modulé par le surfactant, comme on a discuté en cours. S'opposent à ces forces de rétraction des forces d'expansion pulmonaire qui sont transmises par le vide pleural, et ces forces d'expansion proviennent de la rigidité relative de la cage thoracique et pour la partie inférieure du diaphragme qui a la possibilité de se contracter et de s'abaisser. Différents facteurs physiologiques peuvent faire varier la CRF, bien sûr la taille et l'âge, mais d'autres éléments sont importants, tels la position du sujet, le contenu abdominal ou d'autres facteurs comme l'anesthésie générale, la mise en œuvre d'une PEP. Parmi ces facteurs physiologiques, un des plus importants est la position du sujet. On en a parlé, puisque de manière physiologique, quand on mesure la CRF, on le fait en position debout. C'est la position où la CRF a sa valeur la plus importante, c'est la valeur qui est de référence. Mais on perd beaucoup dès qu'on se met en position assise ou si on s'allonge. Le deuxième élément important va être la position du diaphragme. Vous vous doutez bien que s'il y a une augmentation de la pression intra-abdominale, que ce soit par de l'acide, par une obésité, par une cystoscopie ou des choses comme ça, le diaphragme est refoulé vers le haut, et dans ce cas-là, la CRF diminue. Troisième partie de la question, que se passe-t-il lorsque la CRF devient inférieure au volume de fermeture? Je vous rappelle que le volume de fermeture, ça correspond au volume pulmonaire à partir duquel certaines petites voies aériennes se collabent, et dans ce cas, les alvéoles concernés ne participent donc plus aux échanges. Par exemple, on a ici deux alvéoles qui participent aux échanges.
les voies aériennes, les petites voies aériennes sont ouvertes. Ici, la troisième alvéole, on voit qu'elle ne participe pas aux échanges car les voies aériennes sont collabées. Dans ce cas, les alvéoles ne participent plus aux échanges. Il y a un shunt pulmonaire qui se crée et cela entraîne bien sûr une hypoxémie. La deuxième question portait sur la saturation veineuse mêlée en oxygène. Tout d'abord, il faut bien se rappeler que l'extraction en oxygène varie selon les organes et leur activité. Ce n'est pas une constante. Le cœur est capable d'extraire beaucoup plus l'oxygène que d'autres tissus. Et tous les tissus, comme les muscles par exemple, peuvent avoir leur extraction augmentée en fonction de leur activité. On voit donc qu'à la sortie de ces organes, la SVO2 peut être variable. Pour avoir une valeur moyenne de la SVO2, on est obligé de s'intéresser au sang veineux mêlé, c'est-à-dire le sang qu'on va observer au niveau du ventricule droit ou de l'artère pulmonaire, puisqu'il y a du sang qui provient de la veine cave supérieure, du cerveau, des bras, du sang qui vient de la veine cave inférieure, et l'extraction en oxygène n'est pas forcément identique d'un organe à l'autre, comme je l'ai dit. Donc pour voir la valeur moyenne, il faut donc s'intéresser au sang veineux mêlé. Donc on doit faire un prélèvement, idéalement dans l'artère pulmonaire ou dans le ventricule droit, et de manière moins précise au niveau de l'oreillette droite. Donc la SVO2, je vous rappelle que c'est le nombre de sites d'hémoglobine occupés par l'oxygène sur le nombre total de sites pouvant porter de l'oxygène. Donc ça, on prend du sang dans l'artère pulmonaire et on regarde ce rapport qu'on exprime en pourcent, donc le nombre de sites occupés sur le nombre de sites saturables par l'oxygène, et la valeur physiologique au repos de la SVO2 dans le sang mêlé est de 75%. On peut observer une baisse de la SVO2, par exemple parce qu'il y a diminution du transport en oxygène. Puisque, là, je vous rappelle que le transport en oxygène, c'est le produit entre débit cardiaque et contenu artériel en oxygène. Donc si le débit cardiaque diminue de manière importante et que la consommation en oxygène reste stable, on n'a pas observé donc une chute de la SVO2 au niveau de l'artère pulmonaire. Mais on peut aussi avoir une diminution de la, donc parce qu'ici, dans cette situation-là, il va y avoir augmentation de l'extraction moyenne. Il peut aussi y avoir diminution du contenu artériel oxygène, que ce soit par exemple au cours d'une hémorragie, d'une anémie, ou lorsqu'il y a un problème de ventilation entraînant une chute de la PaO2. Dans ce cas-là, c'est le contenu artériel en oxygène qui est altéré et non pas le débit cardiaque. On peut également observer une baisse de la SVO2 lorsqu'il y a augmentation importante de la VO2. Si cette augmentation de la VO2 ne s'accompagne pas d'une augmentation du transport ou que cette augmentation du transport est insuffisante, il va y avoir des adaptations entre consommation et apport. Par exemple, lorsqu'on fait un effort physique intense et brutal, dans ce cas-là, l'organisme réagit en augmentant l'extraction moyenne en oxygène. Pour info, je vous parle un peu, ce n'était pas dans la question du choc septique où c'est un peu plus complexe, puisque comme au cours du choc septique, il y a perturbation de la circulation loco-régionale et une mauvaise distribution du sang au niveau très périphérique des tissus périphériques, plus ou moins associé à un trouble de l'extraction en oxygène, la SVO2 peut être prise en défaut. Et dans cette situation, une SVO2 normale n'est pas une garantie que l'hémodynamique est correctement corrigée. Et il y a même des études qui ont montré que c'était même un facteur de mauvais pronostic. Donc vous voyez qu'il faut bien réfléchir à l'utilisation de la SVO2.
Voilà, je vous remercie pour toute l'attention que vous m'avez accordée. Je vous souhaite une bonne continuation et donc à un prochain rendez-vous. Bonne journée.